Vendredi 12 décembre 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Viva Info. Dans les actualités de ce jour, page faits divers pour ouvrir ce journal. Un père de famille a perdu la vie dans l'effondrement d'une habitation hier à Béouric. Son corps n'a été découvert que ce matin. Ils étaient trois dans la maison au moment du drame et la mère ainsi que leur fille ont pu être secourus sains et saufs. Les détails avec Fingessena Mireille. Lors des fortes pluies d'hier, en fin d'après-midi, aux environs de 19 heures, cette maison de Béouric s'est effondrée. La famille, composée de 2 parents et de leur fille, s'y trouvait encore. La fille, âgée de 13 ans, a pu sortir en premier lieu, suivie 1 heure plus tard par sa mère. Le père de famille, lui, n'a pas survécu. Ce n'est que ce matin, vers 6 heures, que le corps sans vie du père a été récupéré. Les opérations de sauvetage ont été difficiles à cause de l'obscurité et de la pluie. Selon les explications, l'effondrement aurait été provoqué par les fortes pluies qui se sont succédées ces derniers temps. Les habitants du quartier se sont mobilisés pour prêter main forte aux secouristes. Et un malfaiteur a été abattu par la police hier soir à Tanambov et Rituamassen alors qu'il s'apprêtait à commettre un acte criminel. Selon les informations recueillies, il s'agissait d'un récidiviste. Les détails avec Felenara Koutarsoul. Un récidive a été pris en flagrant délit par la police alors qu'il s'apprêtait à commettre son forfait hier vers 23 heures à Tanambov et Rituamassen. Il était connu des services de police et avait accepté de dénoncer ses complices. Suite à cela, les policiers avaient mis en place une stratégie et une guet-apens pour procéder à leur arrestation. Lors de l'interpellation, l'individu a résisté et a tenté de prendre la fuite. Les policiers ont tiré en l'air pour le maîtriser, mais il a refusé d'obtempérer. Ils ont alors été contraints d'ouvrir le feu. Malgré son transfert vers un centre de santé, il est décédé des suites de ses blessures. L'enquête se poursuit afin de démanteler les réseaux de délinquants à Thomassen. La police nationale appelle la population à fournir toute information utile permettant d'anticiper, prévenir et contrer les actes criminels. Et dans les actualités de ce jour également, c'est à propos de la grève des employés du groupe Sodiat. Justement, les employés ont rappelé aujourd'hui qu'il ne faut pas confondre les comptes bancaires du groupe Sodiat avec ceux des comptes personnels du président fondateur. Le mouvement de protestation s'est poursuivi aujourd'hui devant leurs locaux à Manchsuivat. Reportage de Fingessena Mireille et Yves Janel. Laissez-nous travailler, nous faisons vivre nos familles, ne détruisez pas le secteur, ne bloquez pas les fonds propres de l'entreprise, fruit du travail des employés. Tels sont les messages répétés durant la manifestation organisée aujourd'hui par les employés du groupe Sodiat. Selon eux, l'entreprise n'est nullement en situation de faillite. Néanmoins, les employés se retrouvent en difficulté à cause du gel des comptes de l'entreprise. Les employés soulignent que le groupe Sodiat compte environ 4500 salariés et fait vivre plusieurs milliers de personnes. Ce qu'ils demandent avant tout, c'est de permettre à l'entreprise de fonctionner normalement. Les employés du groupe Sodiat annoncent qu'ils poursuivront la grève jusqu'à ce que des solutions soient trouvées. Dans un tout autre sujet, les propos tenus la semaine dernière par le cardinal Désiré Tsarahasen au sujet des chrétiens malagasy se confirment aujourd'hui. De nombreux responsables politiques, dirigeants et personnes se déclarant patriotes se réclament chrétiens, mais la plupart affichent des comportements et des paroles qui contredisent totalement cette identité qu'ils revendiquent. Éditorial signé Jean-Claude Anjumelal. Ces derniers temps, certaines personnes se sont mises à exhiber leurs identités chrétiennes, notamment à l'approche et durant l'ouverture officielle de la concertation nationale au CCI-VAT. En se référant aux diverses prises de position qui ont précédé cette conférence nationale, le FFKM a reçu la bénédiction du gouvernement et des jeunes de la Gen Z. Mais 24 heures avant l'ouverture, le temps a brusquement changé. Les débats se sont enflammés. Ainsi, le gouvernement, ainsi que des jeunes se revendiquant de la Gen Z, ont adressé des paroles insultantes à l'endroit des membres du FFKM. Les autorités religieuses ont été publiquement humiliées à travers divers qualificatifs qui ont choqué bon nombre de chrétiens. Pour ces derniers, il aurait fallu dialoguer et s'écouter lorsqu'il existe des divergences de vues avec les autorités spirituelles et non de les discréditer en public. Est-ce donc ainsi que ces personnes ont été éduquées ? Le message du cardinal Désiré Tsarahasen s'est ainsi vérifié, nous nous disons chrétiens, mais ce n'est qu'une foi d'apparence. Selon la Bible, cela revient à être des loups revêtus de peau d'agneau.
Il faut rappeler que la concertation nationale est un espace d'échange ouvert, sans distinction d'appartenance, où chacun doit pouvoir débattre et non un outil de réconciliation. Il est question d'intérêt national afin de bâtir un avenir meilleur pour Madagascar. Pour rappel, ce sont les responsables politiques, ceux qui prétendent être des défenseurs du peuple, qui ont sollicité l'appui du FFKM. Par ailleurs, en entendant les déclarations avant-hier au CCI-VAT, il semble que le gouvernement veut la mainmise sur l'orientation de cette concertation nationale et que le FFKM n'était là que pour appliquer ces directives. La présence des chefs d'église, simplement, n'avait donc pour objectif que de sauver les apparences vis-à-vis des Malagasy et des fidèles, ou s'agisse-t-il d'un stratagème déjà planifié visant à discréditer et rabaisser publiquement les autorités religieuses ? La circulation sera interrompue au PK 30 plus 800 au niveau du pont de Maïnsi dans le district d'Ambujachim ce week-end. L'interruption débutera le samedi 13 décembre à 14 h et prendra fin le dimanche 14 décembre à 14 h. Cette coupure est motivée par l'exécution de travaux provisoires consistant à installer un pont balai afin d'améliorer et de sécuriser le trafic sur ce tronçon. Un itinéraire de déviation est prévu pour les véhicules légers. Aucun itinéraire de déviation n'est disponible pour les poids lourds pendant la durée des travaux. Toujours dans cette page sociale, dans une période où Madagascar fait face aux catastrophes naturelles, des programmes sont mis en place pour faire face correctement et atténuer les impacts. C'est dans ce cadre que le programme REPAIR a été conçu spécifiquement pour répondre aux catastrophes et faciliter la reprise après celle-ci. Nous sommes actuellement dans une phase de simulation et le programme a été présenté aujourd'hui à l'hôtel Novotel d'Alarbi sous la supervision du ministère de l'Économie et des Finances. Reportage sur les images de Nzaran Jones. Cyclones, inondations, sécheresse, changement climatique, ce sont là quelques-unes des catastrophes naturelles auxquelles Madagascar doit faire face chaque année. Le pays doit élaborer des stratégies claires et mobiliser ses partenaires pour pouvoir gérer et se relever après chaque catastrophe. Parmi les programmes soutenus par Madagascar, le programme REPAIR, financé par la Banque mondiale, permet de mobiliser un fonds de secours pour répondre aux catastrophes dans les 7 jours. Le pays est extrêmement vulnérable après chaque catastrophe et il arrive souvent que les impacts d'une catastrophe ne soient même pas encore atténués, que le suivant survient déjà. C'est pour cette raison qu'il est important d'accélérer la mise en œuvre du programme REPAIR afin que la reprise se fasse rapidement. C'est également la raison pour laquelle Madagascar a bénéficié en premier lieu de cette phase de simulation. Outre Madagascar, d'autres pays de la région de l'Afrique de l'Est bénéficient également du programme REPAIR, notamment les Comores et le Mozambique, qui participent également à cette phase de simulation aux côtés de Madagascar. Parlons santé à présent, environ 3000 accouchements sont enregistrés chaque année au pavillon Sainte-Fleur de l'Agiera. Selon les responsables, ce sont souvent les femmes enceintes présentant des complications qui venaient y accoucher auparavant. Néanmoins, ce n'est plus le cas et les services du pavillon Sainte-Fleur ont évolué ces derniers temps. Ainsi, la préparation à l'accouchement y est désormais gratuite. Reportage de Ruth-Christelle Ragout-Malal et Yves Janel. Auparavant, le pavillon Sainte-Fleur de l'Agiera à Nous était réputé pour pratiquer presque exclusivement des accouchements par césarienne. Selon les responsables, cela s'explique par le fait que de nombreuses femmes ne s'y rendent qu'en cas de complications qui nécessitent une intervention chirurgicale. Néanmoins, le centre n'a cessé d'évoluer au cours de ces 25 dernières années, tant au niveau des équipements que sur celui de la formation du personnel. En effet, des formations à l'étranger sont régulièrement proposées aux membres de l'équipe. L'objectif est d'offrir des services adaptés aux besoins des mères et des enfants. Outre les services liés à l'accouchement, plusieurs autres départements sont également disponibles au sein de l'établissement. Le pavillon Sainte-Fleur travaille en collaboration avec l'Ordre de Malte qui assure l'équipement de l'hôpital. Selon les statistiques, environ 3000 femmes y accouchent chaque année, 345 nouveau-nés sont pris en charge au service néonatologie et quelques 19 000 femmes viennent en consultation. Il est à noter que la préparation à l'accouchement y est gratuite pour toutes les futures mamans.
Et dans l'actualité sportive de ce soir, tous les présidents de ligue de la discipline pétanque sont désormais élus après la tenue hier du scrutin pour la ligue d'Analamang et de Mathiachamboundi. Pour la ligue Analamang, plus aucun blocage n'a empêché la tenue du vote. Pour Mathiachamboundi, un candidat est sorti largement victorieux alors qu'un équilibre parfait dans des voix avait été constaté samedi dernier. Reportage de Andara Donarvel. C'est au siège de l'ANS à Mpeflou que se sont retrouvés les clubs et les comités d'organisation pour la tenue de ces élections de la Ligue Analamang de pétanque. 24 clubs ont participé au vote. Seuls les clubs à jour de leurs documents administratifs, notamment le certificat de conformité, avaient le droit de voter. Deux candidats étaient en lice, Ramalanzatuvu Ertina Patrick, Ratuvu Vuicha Anjetsfernaravak. Ratuvu Vuicha Anjetsfernaravak a été élu avec 16 voix sur 24. Ramalanzatuvu Ertina Patrick a obtenu 7 voix et un vote nul a été comptabilisé. Le nouveau président de la Ligue Analamang a déjà identifié les priorités qui l'attendent pour ce début de mandat. Il souligne également qu'il ne faut pas oublier les joueurs de terrain au niveau des Fukuntan et autres structures locales, ainsi que les entreprises. Des compétitions leur seront destinées. Si Analamang a maintenant son président, du côté de Mathiachamboundi, c'est Ranjanar Vayinidina Irmalal qui l'a emporté avec 5 voix sur 10 face à son adversaire Adzon Nakaleb qui a obtenu 3 voix avec 2 votes blancs. Les 7 ligues existantes de la discipline pétanque disposent désormais de toutes leurs présidents. Ce sont ces présidents qui participeront à l'élection du président de la fédération prévue pour le 27 décembre. Par ailleurs, 5 nouvelles ligues devraient prochainement être créées pour cette discipline. C'est ce qui nous conduit aux actualités internationales de ce soir. Des élections législatives seront organisées en Thaïlande dans un délai de 45 à 60 jours, soit d'ici début février, après la dissolution du Parlement aujourd'hui par le Premier ministre Anutin Charnvirakul, une décision qui intervient en plein conflit avec le Cambodge voisin. France 24. Une crise politique qui vient s'ajouter à un conflit armé. 3 mois seulement après son arrivée au pouvoir, le Premier ministre thaïlandais jette l'éponge et annonce la dissolution du Parlement. De nouvelles élections devront être organisées d'ici 2 mois maximum. Le gouvernement d'Anutin Charnvirakul, minoritaire, tenait grâce au soutien du Parti du peuple, à qui il avait promis une réforme de la Constitution. Un engagement qui tardait trop à venir pour l'opposition, alors que des combats font rage avec le Cambodge voisin. Depuis dimanche dernier, des tirs d'artillerie ont lieu de part et d'autre de la frontière. Les 2 armées s'accusent mutuellement d'avoir démarré les hostilités. En cause, un différend sur le tracé de la frontière. Des centaines de milliers de personnes ont dû fuir les zones de combat, comme ici, côté cambodgien. C'est la 2e fois que je fuis. Les gens sont confrontés à des difficultés terribles. Je ne souhaite rien d'autre que le retour de la paix. Je ne veux pas que cette guerre continue. Je veux juste qu'elle se termine et que la paix règne demain. Mince espoir d'accalmie pour ces civils, le président américain Donald Trump a annoncé ce jeudi qu'il allait appeler les 2 camps pour apaiser la situation. Bangkok et Phnom Penh s'étaient déjà affrontés en juillet dernier, avant de signer le 26 octobre un accord de cessez-le-feu, sous l'égide de Washington. Et le gouvernement américain a annoncé de nouvelles sanctions à l'encontre des compagnies maritimes opérant au Venezuela et des proches du président Nicolás Maduro qui a dénoncé un acte de piraterie maritime après l'arraisonnement spectaculaire d'un pétrolier par les États-Unis au large de son pays. France 24. Depuis son bureau ovale, Donald Trump annonce l'imminence des frappes terrestres au Venezuela pour lutter contre le trafic de drogue. Depuis cet été, Washington a déployé un important dispositif militaire dans les Caraïbes, ciblant les hors-bords suspectés de narcotrafic. Ils nous ont maltraités. Je suppose que maintenant, nous ne les traitons pas très bien non plus. Le trafic de drogue par voie maritime a diminué de 92% et personne ne sait d'où viennent les 8% restants car je n'en ai aucune idée. Quiconque s'implique dans ce trafic en ce moment ne s'en sort pas bien. Et nous allons également commencer à agir sur terre. Cela va commencer très bientôt. Jeudi, les États-Unis ont saisi pour la première fois un pétrolier au large du Venezuela et le pétrole transporté par l'embarcation.
Caracas, soumis à un embargo depuis 2019 et obligé d'écouler son pétrole sur le marché noir à des prix nettement plus bas, est ainsi privé de ses sources de revenus. Nicolás Maduro accuse Washington de piraterie. Ils ont kidnappé l'équipage, ils ont volé le navire. Ils ont inauguré une nouvelle ère, celle de la piraterie navale criminelle dans les Caraïbes. Le Venezuela rejette donc dans son intégralité cet acte de piraterie criminelle contre l'ensemble des Caraïbes. Le Trésor américain a aussi imposé de nouvelles sanctions visant 3 proches de Nicolás Maduro et 6 entreprises vénézuéliennes transportant du pétrole. Et en France, le gouvernement a étendu les zones de vaccination obligatoires en Occitanie face à la dégradation soudaine de la situation sanitaire. Les détails avec France 24 toujours. Le feu de la colère et l'exaspération du monde agricole. En Ariège, affrontement entre gendarmes et manifestants à la nuit tombée sur des chemins de campagne. Hélicoptères et gaz lacrymogène. Une contestation pour empêcher les services vétérinaires d'abattre 207 vaches suite à la découverte d'un cas de dermatose nodulaire. On abat un troupeau sans savoir comment c'est arrivé, donc on pourra avoir des cas partout et on tue le cheptel français. Si les propriétaires de la ferme concernée ont accepté que leur cheptel soit euthanasié, les éleveurs voisins et les syndicats contestent. Toute la journée, des centaines de militants ont donc empêché la progression des forces de l'ordre. Plusieurs arbres couchés et à certains endroits, des véhicules anti-émeutes déployés pour renverser des voitures inoccupées qui bloquent le passage. Alors là, c'est fort. La bagnole est jetée dans le champ comme une merde, quoi. Et je pense que d'ici quelques jours et avant les fêtes, la crise agricole va gagner le pays. En France, la dermatose nodulaire ne cesse de gagner du terrain. Depuis son apparition au mois de juin, 8 départements touchés, 109 foyers répertoriés. Si cette maladie concerne uniquement les bovins, sans risque de transmission à l'homme, elle peut provoquer de la fièvre, des nodules sous la peau, une baisse de la production laitière ou encore des saignements mortels. Pour endiguer la maladie, l'Union européenne et la France emploient la méthode forte, abattre tout le cheptel d'un élevage au moindre cas. Contacté, le ministère de l'Agriculture a refusé de nous répondre. Le préfet de l'Ariège, lui, assume. La seule chose qui fonctionne pour lutter contre cette maladie, c'est l'abattage du cheptel, la vaccination des animaux et la définition d'une zone réglementée. Il n'y a que ça qui fonctionne. Depuis juin et le début de l'épidémie, plus de 3000 bêtes en France ont dû être abattues. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bon suite de programme et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.